Hello les amis, c'est Alex du groupe Web. Nous sommes à La Roche-Chauffée, là où on a tourné le clip de La Rose et les Hommes à Essé en Ille-et-Vilaine. Et on a avec nous Alan Becquet qui va nous parler du site et de ses recherches et découvertes sur le mégalithe. Bonjour, donc, moi je m'appelle donc Alan Becquet, j'ai 35 ans et donc j'ai découvert, je me suis initié entre guillemets à ces recherches à travers les travaux d'un monsieur qui s'appelle Howard Crowhurst. Moi dans un premier temps en fait, lorsque j'ai découvert ces travaux, ça m'a beaucoup touché évidemment. J'en suis tombé un petit peu amoureux quelque part de cette pensée très ancienne qui a traversé les âges. Quand j'ai découvert les travaux de Howard, j'ai commencé d'abord par un travail de vérification, parce que j'aime pas forcément qu'on me mène en bateau, ou voilà. Donc je voulais vérifier les choses, je trouvais ça important de voir l'exactitude et la précision de ce qu'il disait. Et donc non seulement j'ai pu constater effectivement toute cette précision et que tous les faits qu'il évoquait étaient parfaitement exacts, de là on a découlé mes propres recherches à partir de ces travaux. D'abord il y a eu un premier livre qui se nomme Géométrie sacrée du Mont Saint-Michel à Carnac. D'accord. Où je montre comment le site mégalithique des alignements de l'Ampuis à Médréac permet de relier l'ensemble sur un axe lunaire. Ensuite, c'est l'objet de notre rencontre ici, c'est la Roche-Chauffée, où j'ai l'habitude, lorsque je visite des sites, d'emporter ma boussole, une boussole très précise qu'utilisent les marins. J'ai commencé à faire quelques relevés d'orientation, des premiers éléments sont apparus. À partir de ce moment, tous ces éléments réunis ont conduit à écrire un ouvrage sur la Roche-Chauffée. Et donc ton livre le livre se nomme La Roche-Chauffée, son architecture sacrée, en essai donc, expression de la géométrie lunisolaire. D'accord. Voilà, donc je vais tenter de vous expliquer tout ça un petit peu aujourd'hui. Merci. Voilà. Ouais, c'est parti, on y va. Voilà, alors on se trouve en fait devant le portique. C'est vraiment la caractéristique de cette architecture du monument, avec ce magnifique linteau qu'on voit ici, qui est extraordinaire à chaque fois qu'on le voit. Oh, c'est clair. C'est un linteau qui doit avoisiner lui les 20-25 tonnes. C'est déjà une belle bête, on va dire. Oui. Et qui est supporté par deux piliers. On peut remarquer que ces deux piliers, contrairement aux autres pierres du monument, semblent équarris. Donc a priori, c'est les trois salles dalles qui ont été dont on a donné cette forme-là pour créer cette entrée monumentale. D'accord. Même si personnellement je pense que d'autres pierres ont été retravaillées comme la dalle de chevet par exemple. Cet aspect monumental en fait qu'il a, je pense qu'il y a une raison en fait. Parce qu'il fallait une grande ouverture pour laisser passer justement le rayon du soleil sur tout un moment de l'année, puisque on peut faire les observations ici de l'équinoxe d'automne jusqu'au solstice d'hiver pendant 90 jours. Et ici, cet aspect monumental qui est très grand permet justement sur 90 jours de faire l'observation. Et même plus, puisqu'après le soleil va repartir dans l'autre sens, dans son battement. La période qui va de l'équinoxe d'automne au solstice d'hiver, la lumière décroît, on va vers l'obscurité. Mais la lumière, elle, va croître dans le monument, ça va être l'inverse. Et quand la lumière reprend le dessus sur l'obscurité dans notre monde à nous, à partir du solstice d'hiver, les jours se rallongent, il y a de plus en plus de luminosité. Et bien dans le monument, c'est l'inverse, la lumière va se retirer progressivement. Voilà. Ouais, ça fait inverse. Voilà. Et donc on peut faire l'observation jusqu'à l'équinoxe de printemps. Parce que cet axe-là qui marque l'équinoxe d'automne peut être très bien fait aussi le 21 mars, le jour de l'équinoxe de printemps. J'ai relevé différentes orientations qui sont marquées dans le monument, justement autour de ces trois dalles transversales dans la chambre. Ouais, d'accord. Ouais. Qui sont des sortes de marqueurs de moments particuliers de l'année, qui va de l'équinoxe d'automne.
Donc aujourd'hui on est le 11 septembre, donc dans 11 jours on est à l'équinoxe. Ouais. Et bien dans 11 jours on peut revenir ici et faire l'observation du lever de soleil dans l'axe de la diagonale de cette antichambre à l'entrée du monument. Entre le premier rayon de l'équinoxe d'automne ici, qui marque l'axe est-ouest, Ok. et le dernier qui vient frapper la dalle de chevet au fond, Ouais. lors du lever de soleil au solstice d'hiver, Ouais. eh bien ça marque les 37 degrés, qui est le déplacement du soleil jusqu'à son extrémité sud-est, donc au moment du solstice d'hiver. Donc on appelle ça une antichambre parce qu'elle est sous-baissée par rapport à la chambre. Ici on a 1,20 m de plafond, D'accord. tandis que dans la chambre on a peut-être 2 mètres de hauteur, on Ouais. peut se tenir debout. Et donc pour pénétrer ce monument, pour passer en dessous ce magnifique portique, Ouais. on est obligé de se courber en quelque sorte, comme si on avait besoin d'être jugé. Et ça, c'est les caractéristiques justement de la balance. C'est la pesée des âmes, et on doit peser nos âmes avant de pouvoir pénétrer le monument par cette porte formée par ces deux orthostates transversales D'accord. qui marquent une petite ouverture d'environ 1 mètre de large. Et avant de pouvoir se redresser, eh bien, on doit se faire Justice juger, soi-même. on doit, Ok. voilà, on Ça- doit se ça marque débarrasser vraiment en que c'est quelque un monument sorte. sacré, quoi. Ça, c'est le début du cheminement initiatique. On va en fait rentrer dans les profondeurs du monument, on va marcher vers l'obscurité, puisqu'on fait face à l'obscurité. Il faut imaginer qu'il y avait un grand tumulus tout autour qui plongeait la chambre dans le noir total. On passe du monde manifesté, extérieur, à un monde plus spirituel, invisible, intérieur. En fait, on va vers la D'accord. profondeur, comme si on devait aller chercher son fort intérieur et cheminer dans le noir, dans l'obscurité, pour faire croître quelque chose en nous. Et ici, à l'intérieur du monument, c'est ça que j'explique, c'est qu'il y a des moments particuliers qui sont marqués par ces dalles transversales, qui correspondent au calendrier zodiacal. On chemine comme ça vers jusqu'à la dalle de chevet, en suivant le parcours du soleil sur l'horizon. Et en même temps que le soleil va frapper la dalle de chevet lorsqu'il atteint son extrémité, nous on va atteindre la dalle de chevet à ce moment-là, se retourner, et là on va retrouver la lumière naturelle à l'extérieur, et on va pouvoir ressortir du monument vers la lumière en ayant toute la connaissance et tout ce qu'on a fait croître en nous avant, tout ce qui aura été acquis. Et moi j'assimile ça au moment de la naissance en fait. Ah oui, d'accord. Comme si on devait renaître après avoir cheminé, voilà. Alors on va faire un petit tour zodiacal. Bien. Si on lit par exemple l'inventaire des monuments mégalithiques d'Ille-et-Vilaine, où Jean-Claude Meuret, c'est lui qui en a parlé, il va dire que l'axe du solstice d'hiver est approximatif ici. Ah oui, d'accord. Et donc lui, il parle de cet axe central en fait du monument. Et donc lui, il a relevé cet axe à 130 degrés. Connaissant la précision des bâtisseurs de mégalithes à travers mes propres recherches et par rapport aux travaux qu'Howard a pu faire, je me suis demandé mais pourquoi cette approximation, il y a quelque chose à creuser ici, quoi. D'accord. Et donc j'ai cherché et je me suis rendu compte que ce n'était pas l'axe principal qui marquait l'axe exact du lever de soleil au solstice. Ok. C'était D'accord. plutôt la diagonale. Donc la diagonale qui est marquée par les pierres elles-mêmes. Ah ouais, ça Donc c'est intéressant. c'est vraiment par rapport à la matière que cet axe est marqué, plutôt que par le vide. On parlait du rayon de soleil qui allait se répercuter sur les dalles par rapport à différents mois de l'année. Donc là, on est sur la dalle du Scorpion, c'est ça? Alors on est sur la première dalle transversale. Ça va être le rayon du 22 octobre, donc 30 jours après l'équinoxe, qui va venir frapper cette dalle en passant par le centre du portique et l'entrée du monument sur la gauche. D'accord, Voilà. donc on était devant tout à l'heure. Donc là, c'est l'axe qui va capter le premier rayon de soleil du 22 octobre. Chaque pierre va être le marqueur d'un moment particulier de l'année
au point de vue énergétique. Autour de l'équinoxe, c'est le moment où le soleil se déplace le plus rapidement Ah oui, tu disais sur ça. l'horizon. Voilà. Ouais, ok. Oui, parce que le soleil, à l'horizon, n'a pas la même vitesse quand on regarde. Chaque jour, il va se déplacer à peu près de sa propre taille sur l'horizon. Et donc, il a un déplacement très rapide. Et arrivé le 1er novembre, Oui, donc ça va être l'axe qui va être marqué par la deuxième dalle transversale. d'accord. Donc ici, on est 40 jours après l'équinoxe. Ok. Donc l'axe du 1er novembre. Donc le rayon soleil va passer Ah ouais, t'es 30 on jours, voit bien. enfin 10 jours après le 22 octobre. Ouais. Passer la première dalle transversale. Et le premier flash va venir frapper la seconde dalle transversale autour du 1er novembre. D'accord. C'est un moment particulier de l'année puisque c'est le moment où le soleil va commencer à ralentir sa course sur l'horizon. Et ensuite, la dernière dalle transversale va correspondre à 20 jours après le 1er novembre, Ok. le 21 novembre, Ah ouais, d'accord, le 21 novembre, et là on rentre dans quelle ère? dans Enfin, le dans signe quel- du Sagittaire. Ah oui, dans le signe Voilà. du Sagittaire, ok. Donc le 21 novembre, le rayon du soleil va monter progressivement sur la deuxième dalle transversale. Oui, Et arrivé le 21 novembre, clac, il va passer sur le bord ici pour venir frapper la dernière dalle transversale. ok, ok. Et donc là, on est 60 jours après l'équinoxe. Tout à l'heure, il avait parcouru 18 degrés et demi en un tiers du temps. Oui, Ici, il aura parcouru environ un peu moins de 13 degrés sur 30 jours. d'accord, donc il a Donc bien on voit ralenti qu'il là. a déjà commencé à ralentir sa course. Ok, ouais, Ah ouais. je Voilà. vois. Ah, c'est Donc il bien. a un rythme différent, une fréquence différente en fonction de l'année. On dirait que les bâtisseurs de mégalithes qui ont construit ce monument ont marqué ces moments-là dans nos sociétés à nous, dans notre monde à nous. On oublie en fait que la moitié de notre espace visuel, c'est le ciel. La moitié, c'est l'espace terrestre, l'autre moitié, c'est le ciel. Oui, Mais oui. aujourd'hui, on est un peu coupé de notre horizon par tous ces monuments qu'on construit, par Les les immeubles. immeubles, les agglomérations, etc. Tout à fait, ouais, c'est vrai. Mais pour les bâtisseurs, il n'y avait pas toutes ces constructions et ils avaient cet espace-là. Et 30 jours après, donc le soleil va continuer à progresser le long de cette pierre. Et le 21 décembre, clac, il va frôler cette pierre depuis le bord de la dalle de gauche de la porte pour aller frapper enfin la dalle de chevet à peu près à cet endroit-là. Donc D'accord. le 21 décembre, Et donc là, après, là, on est du coup... dans le aussi. signe du Capricorne. Ouais. Ok. Et là, entre le 21 novembre et ici, il aura parcouru un peu moins de 6 degrés seulement. Solstice, ça veut dire sol stare, c'est le soleil qui s'arrête. Et ici, pendant une dizaine de jours, plus ou moins, autour du solstice, on peut faire l'observation du lever de soleil parce que le soleil va rester stationnaire à peu près dans le ciel à son extrémité sud-est. On sait exactement quand le soleil va se lever, à quel endroit. Donc il y a quelque chose de très rassurant à observer le ciel parce que on connaît l'ordre naturel du ciel. Et le fait de l'inscrire sur un monument sur Terre, c'est ça la véritable définition d'un temple sacré. Ah oui. On vient faire descendre en quelque sorte l'esprit du cosmos sur notre Terre. Cet axe, alors ça on pourra peut-être essayer de le filmer, Ouais, entre le bord gauche de la dalle qui marque la porte ouais, je vois. et le bord ici de la dernière dalle transversale, Ouais, ça forme comme une sorte de viseur. d'accord. Et jamais le soleil pourra monter plus sur cette dalle-là qu'à ce moment-là. Uniquement cette partie de gauche ici, qui va être la partie solaire Ok. de la dalle de chevet. D'accord. Et c'est sur cette partie-là qu'il y a les dalles transversales. Tandis que tout l'autre côté qui est complètement ouvert, on arrive sur la partie de droite de la dalle de chevet. Quand on se met ici, on voit bien qu'il y a un creusement en fait dans cette dalle qui marque en fait comme une séparation en deux parties distinctes de cette dalle. Et donc, cette deuxième moitié... Cette deuxième moitié, pour moi, c'est la partie lunaire de cette dalle, D'accord. puisque toutes les observations se faisaient par rapport à la dalle qui se trouve à notre gauche, Oui. ici, de la porte. Mais par rapport à la dalle de droite,
si on regarde depuis le bord de cette pierre à droite, Ouais. jusqu'au centre de cette dalle ici, Ouais. on est à 135 degrés par rapport au nord géographique. D'accord. Et ça correspond à un cycle lunaire qui est le cycle responsable des éclipses, des déplacements des nœuds lunaires. C'est le cycle de déclinaison de la Lune. Ah oui, d'accord. Donc ici, on est sur la déclinaison maximale sud de la Lune et c'est un cycle qui a lieu tous les 18,6 ans. Ah oui. Donc tous les 18 ans et demi, on peut faire l'observation du lever d'une pleine Lune. C'est le moment c'est le moment idéal pour observer la Lune parce qu'elle fait face au Soleil. Et donc on peut observer une pleine Lune dans cet axe-là tous les 18 ans et demi. Ici, on se trouve en fait un tout petit peu plus au nord au niveau de la latitude, pas de beaucoup, mais très légèrement. D'accord. Et je me suis rendu compte qu'ils se sont servis en fait de la topographie, du relief ici, pour axer le monument. C'est-à-dire qu'ici, on se trouve sur un point haut. Ouais. On est sur une colline. Hein. Quand on accède en voiture, on voit bien que ça monte. On est à 73 mètres d'altitude. Et cet axe du lever de soleil au solstice d'hiver vise en fait une autre colline, donc à 1,5 km à peu près, 1400 mètres, Ok. qui a un dénivelé un petit peu plus haut. Ah C'est-à-dire ouais, qu'elle est d'accord. à 80, elle doit être à 84 mètres ou quelque chose comme ça. En tous les cas, il y a 9 mètres de différence d'altitude sur 1400 mètres. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas grand-chose, hein. J'aurais pu ne pas en tenir compte parce que ça retarde très légèrement le lever du soleil. Ok. Ça va le retarder d'à peu près sa demi-taille sur l'horizon. Oh ouais. Donc c'est très très peu. Mais cette toute petite différence fait que sur cette colline, en moins 3000 avant Jésus-Christ, Ouais. le lever de soleil va se dessiner lui aussi, le triangle 3, 4, 5, ici. Donc Ah c'est ouais. rattraper cette différence de latitude par le relief ici, par l'environnement, par le paysage. Ah ouais, Voilà. quand même. On a ici 800 tonnes de pierre. La pierre qui se situe juste au-dessus de nous, que l'on nomme la Madeleine, avoisine les 45 à 50 tonnes. Si on a fait tout cet effort considérable de transporter ces 800 tonnes de pierre sur le sommet de cette colline, c'est bien qu'il y avait une raison. Bah ouais. Et cette raison s'explique justement par ce phénomène où c'était un lieu idéal pour faire l'observation du lever de soleil au solstice d'hiver selon ces principes de l'astrogéométrie. Donc c'est ultra précis en fait. C'est avec une très grande précision, effectivement. Oui. Parce que Donc par le type architectural et d'autres monuments qui ont pu être datés au carbone 14, on va assimiler, on va comparer, on va dire voilà, ce monument date de la période du néolithique final. Ben, j'ai pas vraiment de raison de contester cette datation, Ok. d'autant plus que les relevés astronomiques que j'ai pu faire ici, j'ai calculé ça avec un logiciel astronomique développé par Victor Rice, qui est un fada de l'archéoastronomie, voilà. Et toutes ces correspondances astrogéométriques sur ce lieu sont parfaitement exactes en moins 3000 avant Jésus-Christ. Ah ouais, donc. Donc ça confirmerait Ça même cette datation-là. Voilà. Ok. ça Ah, laisse poser c'est. la question, et comment ils ont fait pour transporter Ah, ça, toutes c'est- ces pierres, ces blocs au niveau, si c'était du côté de la forêt du Teil, donc à une Oui, c'est dizaine ça, de kilomètres et- à peu près, quoi. Bah, peut-être pas 10, mais 4 à 5 km. On est à 4 à 5 km ici. Et puis, c'est un relief, hein, même si depuis le plateau, on est plutôt en descente de manière générale. Il y a quand même des collines à monter et à descendre. On se trouve sur le sommet d'une colline. Et donc, transporter une roche qui avoisine les 50 tonnes sur 5 km à travers ce paysage, il n'y a aucune théorie sérieuse qui permette vraiment de l'expliquer. On a bien des explications avec des rondins de bois, etc. Mais toute l'expérimentation archéologique là-dessus se limite à des déplacements de pierres sur quelques kilomètres, sur quelques mètres, pardon, Et oui. et sur des surfaces planes et des roches qui ne pèsent pas généralement ce poids-là, et qui ont des surfaces bien planes, quoi. Ce qui n'est pas le cas ici de la Madeleine, par exemple.
a de nombreuses légendes en fait qui entourent ce monument forcément. Et il y en a une qui explique que les hommes et les femmes, les jeunes couples en fait doivent se réunir sur ce monument, faire le tour du monument, mais pas n'importe comment. Les hommes doivent faire le tour en passant par la droite du monument et les femmes par la gauche du monument. Compter le nombre de pierres, se réunir devant l'entrée, devant le portique, et mettre en relation le nombre de pierres qu'ils ont comptées. Et si ils comptent le même nombre de pierres, ou à une ou deux pierres, ça peut le faire, alors ils peuvent se marier dans l'année. D'accord. Et si jamais ils trouvent une trop grosse différence d'écart, Faut attendre alors 3 ans, 4 ans il aussi. faut soit recommencer plus tard, soit c'est la séparation. Ça tombe bien, on est en pleine lune là, non, c'est Et ouais, en ce moment, c'est le pleine lune. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. C'est bien pour changer les Si pierres. vous voulez compter le nombre de pierres, Non, ça va, si merci. vous voulez vous marier dans l'année. On peut détailler si tu veux dans la dernière chambre. En fait, tu parlais que ça faisait un carré, un rectangle. Voilà. 3, 4, 5. On voit que ça n'a pas été fait n'importe comment non plus, puisque l'espacement du fond de la chambre fait 4,2 mètres de large sur 5,6 mètres de long, D'accord. et 4,2 sur 5,6, c'est un rapport de 3 sur 4. Donc c'est un rectangle de 3, 4 et 5. Ah ouais, en diagonale 5. Ok. Voilà, la diagonale fait 5. Ok. Donc, Et une chose intrigante aussi là-dessus, c'est que l'unité de mesure que ça nous donne sur le monument que j'ai relevé, c'est 1,4 mètres. ah oui, On a d'accord. 3 unités d'1,4, donc 4,2, 4 unités d'1,4, ça fait 5,6, et 5 unités d'1,4, ça nous donne 7 mètres, exactement, 7,00 mètres. Donc ça, je l'ai mesuré au télémètre laser, hein. Donc on a la particularité ici d'avoir 7 mètres exactement dans la diagonale du monument. C'est pas du tout un cas unique, en fait, sur beaucoup de mégalithes, il y a Quentin Leplat qui travaille beaucoup là-dessus, et qui révèle ces choses-là, l'utilisation du mètre et le lien qu'il y a entre les différentes unités de mesure, que tout fait partie d'un même ensemble en fait. Il existe un dolmen près du village de Crucuno dans la région de Carnac, Ouais. qui s'appelle Manegro. Et ce dolmen est axé à son couloir qui est orienté vers le lever de soleil au solstice d'hiver, comme à La Rochefoucauld. D'accord. Et son couloir, qui fait un peu plus de 6 mètres, aboutit à une chambre qui est divisée en 4 espacements aussi, avec 2 chambres latérales, D'accord. et ça forme un rectangle. Et ce rectangle, là encore une fois, c'est Howard Crowhurst qui a mesuré, qui a donné cette information-là, mesure 4,2 mètres sur 5,6 mètres également. Il connaissait parfaitement la mesure du mètre est liée aux dimensions de la Terre, Oui. donc il connaissait parfaitement les cycles astronomiques, mais également la Terre elle-même, quoi. Il y a une sorte de maillage qui a été établi. Je parlais tout à l'heure de La Rochefoucauld, donc là on est purement local. Lorsqu'on rentre dans le monument, il y a une sorte de cheminement initiatique pour Oui. révéler son fort intérieur. Oui. Mais quand on fait ça sur l'échelle de la Terre, ça permet d'harmoniser tout un espace en fait, de créer des espaces sacrés, parce que la nature elle-même, souvent on dit que la nature est sacrée, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. La nature, elle se suffit par elle-même, et c'est lorsque l'homme va intervenir dessus et construire un temple, par exemple, qu'on va sacraliser un lieu, et qu'on va, sur Terre, je disais qu'il y a des énergies chaotiques, et le fait de faire une sorte de maillage, un quadrillage de la Terre selon des principes cosmiques qui s'expriment sur Terre, ça permet d'harmoniser un espace et d'harmoniser les habitants aussi qui vivent dessus. Aujourd'hui, on vit dans une société moderne où il faut toujours aller très vite. C'est une sorte de course à la productivité, et on fonctionne beaucoup sur notre système nerveux, on est toujours sur les nerfs, mais on a d'autres modes de fonctionnement. Peut-être que ces monuments, en faisant ce maillage, permettaient d'harmoniser les hommes et de relier en fait
l'homme, le ciel et la terre à travers les proportions, les mesures et l'orientation. Moi, j'attribue pas de fonction particulière à ces monuments. Je pense que c'est des sortes de, on va dire, je ne sais pas si c'est un bon terme, mais de métamachines, enfin, qui permettent d'harmoniser les énergies terrestres, de les maîtriser en tous les cas. Je relie par exemple le site de la Roche-Chauffée avec un menhir qui se trouve à Richebourg, donc le menhir de Richebourg. Et si on trace une ligne sur un logiciel géospatial depuis l'espacement du fond de la chambre, la dalle de chevet en fait, jusqu'à ce menhir, on a exactement 135 degrés. Donc on retrouve notre axe lunaire dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Et ce menhir est comme une sorte de marqueur du déplacement de la Lune sur l'horizon tous les 18 ans et demi. Et c'est le prolongement en fait de l'axe qui est inscrit dans le monument. Ici là on voit justement la pierre de la Madeleine dont tu parlais, qui fait donc 45 tonnes, c'est ça? C'est ça, elle avoisine les 45 à 50 tonnes. Waouh! Quand on est à l'intérieur, on voit ses points d'appui. Elle n'a seulement que 3 points d'appui. On la nomme la Madeleine parce que justement elle a une sorte de ventre rond sur le sommet. Ouais. Et elle repose sur une pierre dont la forme est clairement un carré. Ce symbole-là, je l'assimile à la pierre qui se situe à Carmaillard. Ce menhir avait la particularité d'être couché. Il a été redressé et en le redressant, on a découvert une gravure au pied de ce menhir. Et une magnifique gravure, parfaitement préservée. Sur cette gravure, on voit un carré avec un croissant de lune dans l'angle du carré. D'accord. Et pour moi, c'est le même symbole que l'on a ici avec ce carré et cette forme de Madeleine qu'on peut assimiler à une sorte de croissant de lune sur le dessus. Ici, il y a l'axe de déclinaison maximale sud qui est marqué de la lune, D'accord. de 135 degrés par rapport au nord. Et 135 degrés, donc si on le calcule par rapport à l'axe est-ouest, Ouais. ça donne 45 degrés. 45 Donc, degrés, en fait, c'est la diagonale de la forme géométrique la plus simple, le carré. Donc, Ouais. le carré peut être aussi le symbole de la Lune à la latitude de Carnac et ici à la Roche-Chauffée. Cette gravure, justement, qu'on a retrouvée sur le menhir de Carmaillard, ça c'est Howard Force qui en a parlé, symbolise la forme géométrique que dessine la Lune, puisqu'elle est dans l'angle supérieur de ce carré, quoi. Il y a un croissant lunaire. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans tes recherches quand tu as trouvé quand ces notions, quand tu as vu que les travaux de Howard étaient corrects sur le site? Comment tu as ressenti ça? C'est vrai que c'est quelque chose qui est très touchant en fait, de renouer les liens. C'est vraiment ça, c'est renouer les liens avec un monde qui est totalement oublié aujourd'hui, le monde des mégalithes, le monde de nos origines, et de se relier à la pensée très ancienne qui se dégage de ça, m'a permis en fait de révéler quelque chose en moi, de révéler mon fort intérieur, d'être plus moi-même en fait, voilà, d'être plus en harmonie avec moi-même. Et c'est comme une vraie leçon qui m'a été offerte qui nous a été léguée en fait par les bâtisseurs, malgré que ce soit, et c'est ça qui est très impressionnant, c'est que ce sont des pierres muettes, immobiles, et pourtant C'est vrai que ça... elles ont tellement de choses à offrir, et c'est en ça, cette simplicité de transmission, avec toute cette complexité en même temps qu'il y a de l'autre côté, quoi. Puis beaucoup de mystères aussi, parce que Bien sûr, quand on voit un site comme ça, bien sûr, on se pose pas mal de questions, quoi. Toutes ces questions qu'on se pose, tous ces mystères, en fait, quand on est sur ces sites, souvent ça transforme un peu notre état de conscience. Et souvent on dit tiens, j'ai pas vu l'heure passer, ou le temps passe d'une façon bizarre. C'est parce que justement on est dans un état de conscience complètement différent. Et
alors c'est le cas avec les mégalithes, mais j'imagine que c'est le cas aussi avec plein de monuments anciens, les cathédrales, les pyramides d'Égypte ou d'autres lieux sacrés comme ça, qui sont faits pour harmoniser l'homme. Voilà. En effet, on oublie tout l'extérieur, moi je trouve. Voilà. Et quels ont été les moments où tu t'es senti un peu en difficulté? Est-ce qu'il y en a eu d'ailleurs? Ou tu as toujours été passionné, toujours allé jusqu'au bout Bah, le plus difficile quand on fait ces recherches, c'est le lâcher-prise. C'est-à-dire que on n'a aucune trace de mémoire d'homme de ces monuments, de qui étaient ces gens, de comment ils ont fait ça, de pourquoi ils ont fait ça. On n'a plus aucune trace, quoi. Il n'y avait pas d'écriture, il n'y a rien du tout. Et la grande difficulté, c'est de ne pas projeter en fait notre vision moderne, tout ce qu'on a appris ou mal appris, et de projeter ça sur ces monuments. Et ça, c'est un combat contre soi-même. Et je dirais que c'est ça la plus grande difficulté, c'est de repartir à zéro et d'aborder ces monuments sans a priori. Ouais. C'est souvent dans la subtilité justement qu'on fait les plus grandes découvertes. Ouais. Ouais. Donc, du coup, c'est vraiment merci parce que ça ouvre vraiment un champ de spiritualité ou d'énergie qu'on ne soupçonne pas sur le lieu. Je suis curieux de découvrir ton livre parce que je pense que tu dois retracer un petit peu tous ces événements. J'essaye d'expliquer dans un livre tout ce que je viens de dire. C'est pas un exercice qui est forcément facile, mais je m'y suis prêté et je trouvais que c'était nécessaire de parler de tout ça. C'est important d'extérioriser et de ne pas garder tout ça pour soi. Voilà. Oui. Okay, c'est important merci, pour la transmission des savoirs et aussi pour la transmission des savoirs à nos enfants. Et je trouve que c'est ça. Pour les générations futures. Perdre, justement. Oui, on va t'inviter, si tu veux, le 1er octobre Tu es bienvenue au festival Enchanté qu'on organise. Ce sera avec plaisir que j'y participerai. Ouais, super. Ça tombe pile poil dans le thème, donc ravi de t'avoir parmi nous. Merci. Et puis félicitations pour votre nouveau tube. Merci. Le clip que vous avez fait que j'ai vraiment apprécié. La cheminée, la taillée. Heureusement qu'il y a des géants. Merci Alan de m'avoir offert donc ton livre sur la Rochefoucauld. Ça me fait plaisir. Non, c'est vraiment sympa, c'était super intéressant, franchement. J'ai appris plein de choses. Et vous pouvez retrouver le livre sur le site d'Alan d'ailleurs qui s'appelle humusmonumentum.org. Ouais, c'est un nom un peu compliqué, mais... du coup, on le retrouve bien sur Internet, puisqu'il est unique. Il suffit de taper le titre sinon sur Internet, et puis on tombe généralement sur mon site. Ouais, ou sinon vous pouvez aussi aller sur YouTube et taper Alan Becquet, et on trouve facilement toutes tes vidéos. Voilà, il y a quelques vidéos qui existent. Une conférence sur la Rochefoucauld en accès libre. Et sinon, il y a des conférences tournées avec l'association, avec la SEM, qui sont en location sur Vimeo. Ah ouais, très bien. Voilà. Ouais, super. Merci de toute façon de ta disponibilité pour aujourd'hui et de toutes ces explications qui étaient vraiment super intéressantes. De rien, ça m'a fait plaisir aussi de partager ça avec vous deux. C'est gentil. Et avec toi. Merci beaucoup. Donc vous pourrez retrouver le livre et Alan du coup au festival Enchanté qui aura lieu le 1er octobre, le samedi 1er octobre, à partir de 14h. Bien, si vous voulez vous inscrire au festival, vous pouvez nous laisser un mail dans les commentaires en description. Voilà. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.